Ok. Donc, c'est un immense plaisir d'être à cet événement. Est-ce que ça n'a pas l'air d'être ma présentation? Voilà, ça c'est plutôt ça, oui. Donc c'est un immense plaisir que j'ai ici pour donner cette présentation, bien qu'atténuée bien sûr par les événements que l'on connaît tous, qui sont tristes, que l'on connaît tous. Voilà. Donc je vais vous parler de lumière extrême. C'est peut-être quelque chose qui est inconnu pour vous, mais en fait la lumière peut être utilisée dans des circonstances qu'on n'avait pas prévues au départ. Et une de ces circonstances, c'est justement d'essayer de relier ou de lui faire faire, en fait, de la physique des particules, la physique fondamentale des particules. Donc, dans le côté de la lumière extrême, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que finalement, c'est qu'elle connecte le laser, donc inventé par Charles Townes, qui est sur l'écran, à droite de l'écran, et puis Peter Higgs, bien sûr, qui symbolise la physique des hautes énergies. Donc, le deuxième aspect aussi de la lumière extrême, c'est que finalement, on cherche, on cherche la limite avec laquelle on peut empiler des photons. Les photons, c'est des bosons. En principe, on peut mettre des bosons à l'infini sans que les choses se perturbent. On a des bonnes raisons de croire que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je passe. Alors, il se passe une chose, c'est que depuis que le laser a été démontré, pratiquement tous les travaux se sont tournés, ont focalisé sur la physique atomique. Et avec la lumière extrême, on va aborder un nouveau domaine qui est la physique subatomique. Donc c'est un domaine où on va étudier, bien sûr, où on va utiliser aussi le noyau, le nucléon, les quarks, etc. Et c'est absolument fantastique qu'on puisse le faire avec la lumière. Je vais vous montrer en fait que le faire avec la lumière aussi va apporter des avantages qui sont importants. Donc, la lumière extrême commence avec un laser ultra puissant. Sa puissance peut être dans le domaine des pétawatts. Un pétawatt, c'est ni plus ni moins que la puissance d'1 million de réacteurs nucléaires, bien sûr. Enfin, je triche un peu parce que nous, on parle d'émettre cette quantité de lumière pendant quelques femtosecondes. Mais donc un pétawatt, c'est en fait, comme je disais, c'est 1 million de réacteurs nucléaires, d'1 gigawatt. C'est aussi 30 joules en 30 femtosecondes. Si vous fournissez 30 joules en 30 femtosecondes, ben vous êtes fort, vous faites 1 pétawatt. Mais 30 joules, c'est pas beaucoup. C'est 30 microgrammes de beurre. Hein, donc pensez-y quand vous faites votre tartine demain pour le petit déjeuner. Donc c'est pas beaucoup. Alors, mais seulement la puissance donc que l'on peut produire du pétawatt, ça correspond aussi à 1000 fois la puissance du réseau électrique mondial en quelques dizaines de femtosecondes. Alors maintenant, lorsqu'on prend cette puissance et qu'on vient la focaliser sur une taille, un spot qui fait à peu près de la grandeur de la longueur d'onde, eh bien, on peut créer des pressions de radiation, comme nous l'a enseigné il y a quelques instants Claude et Serge. On peut produire des pressions de radiation absolument énormes. Et par exemple, avec des intensités de 10-23 watts par centimètre carré, qui ne vous dit rien,
Mais si je vous disais que cette intensité est associée à une pression qui correspond à peu près 10 millions d'Eiffel Tower, de Tour Eiffel, sur votre pouce, c'est beaucoup plus respectable, n'est-ce pas? Et maintenant, cette pression de radiation, on va pouvoir l'utiliser. Parce que cette pression de radiation est valable pendant quelques instants. On va peut-être pouvoir accélérer pendant quelques instants des particules qui se situent dans un gaz, par exemple. Alors ça, c'est ce que démontre le transparent, là, ou le slide. C'est qu'en fait, on prend un jet de gaz qui fait à peu près 1 millimètre en dimension, et on focalise cette lumière extrême dans ce jet de gaz. Et là, avec cette pression de radiation, ou à l'aide de cette pression de radiation, eh bien, on va accélérer les particules sur des toutes petites distances avec des énergies absolument énormes. Et donc, d'où bien sûr l'intérêt pour la physique des particules. Là, pour donner une idée un petit peu de la violence de cette accélération, ici, j'ai représenté le CERN à Genève, donc l'anneau qui fait 27 km. Alors, il fait 27 km parce que, finalement, avec des techniques conventionnelles, on ne peut produire des champs électriques qui sont limités à peu près à 50 mégavolts par mètre. Okay. Maintenant, si on fait ça avec la lumière extrême, on focalise la lumière, comme je disais, dans un jet de gaz, eh bien, on peut obtenir des téraélectronvolts, parce que c'est ce genre de choses que l'on veut, ce genre d'énergie que l'on veut, sur des dimensions qui sont de l'ordre d'un terrain de foot. Hein. Et maintenant, la nouvelle, c'est la première fois que j'en parle ici en public, en fait, c'est qu'en fait, il y aura certainement, on prévoit une technique qui va nous permettre d'aller à la zeptoseconde. Zeptoseconde, c'est 10-21 secondes, c'est 1 milliardième de femtoseconde. Donc, c'est extrêmement faible. Et donc, on pourra utiliser d'autres mécanismes de compression de la lumière qui sont en fait des mécanismes de compression par miroir relativiste et qui pourraient nous permettre d'avoir maintenant le TeV sur un dime, un timbre-poste. Voilà. Et donc, maintenant aussi, je voudrais aussi préciser que, bien sûr, avec la lumière extrême, il suffit de focaliser la lumière extrême sur une cible et l'on obtient, bien sûr, à cause de cette violence qui est impliquée, qui est impartie aux atomes et aux électrons, aux charges, etc., on peut pratiquement obtenir toutes les radiations et toutes les particules avec les énergies que l'on veut. Donc c'est vraiment une source universelle. Alors il y a un problème, c'est que le problème, c'est que ces systèmes sont très forts, on sait très bien produire des puissances crêtes très très bien. Ce que l'on sait mal faire, c'est qu'on peut pas les produire très souvent. C'est-à-dire on peut les reproduire à un rythme de l'ordre d'1 tir par seconde. Si vous faites de la physique des particules, il ne faut pas 1 tir par seconde, il faut 10 000 tirs par seconde. Donc on a un problème, il y a aussi le problème d'efficacité qui, dans le cas du laser, est notoire, il est très inefficace. En général, c'est une petite fraction de pourcent. Donc tout ça, ça ne colle pas si on veut faire vraiment de la physique des particules. Donc il faut trouver des moyens pour changer, pour avoir à la fois la puissance crête, la puissance moyenne et l'efficacité. Alors ce moyen, on a été obligé donc de concevoir une architecture laser nouvelle. Ici, je vous montre... vous pouvez voir le laser classique. Le laser classique, il est composé d'un barreau et des lampes flash, ça peut être des diodes. Et il y a un problème, c'est que la chaleur se propage mal dans ces barreaux. Donc ça limite les taux de répétition et l'efficacité.
Alors, un système nouveau que nous avons donc démontré, c'est d'utiliser des fibres optiques, beaucoup de fibres optiques. Hein. Et on a aussi résolu le problème de la mise en phase. Donc, les systèmes, je pense, du futur seront faits en fibre optique. Et là, on pourra vraiment utiliser la lumière pour faire la physique fondamentale. Donc, maintenant, les grands défis en sciences fondamentales et applications qu'on pourra aborder, au-delà, on pourra aller certainement au-delà du modèle standard, hein, qui est limité actuellement par la taille de nos accélérateurs. On pourra fabriquer des bosons de Higgs, la matière noire, etc. Et en termes d'application sociétale, bon, on a la transmutation des déchets nucléaires, on a les réacteurs sous-critiques, la pharmacologie nucléaire, la protonthérapie, etc., etc. Et aussi la destruction des débris spatiaux. Ok, ça je vais vous montrer parce que c'est vraiment une application en fait des lasers que nous avons développés pour l'accélération de particules. Voilà, alors en application sociétale, la transmutation des déchets nucléaires, par exemple, on sait vraiment que c'est un énorme problème, que ça serait très bien si, avec une petite réaction nucléaire, un neutron, par exemple, qui est communiqué à un noyau, si on arrivait à changer vraiment l'isotope de façon à ce qu'il n'émette plus ces rayonnements nocifs ou qu'il les émette pendant un temps très très court. Voilà. Donc ça, on a conçu donc un réacteur. Là, vous reconnaissez le projet CAN avec ses fibres, etc., qui va produire des protons. Les protons vont ensuite produire des neutrons par spallation. Et après, on va utiliser ces protons pour irradier le fuel, les déchets, de façon à réduire leur nocivité. Maintenant, il y a une application très belle, encore une fois, qui n'avait pas été prévue, hein, et c'est toujours comme ça qu'on fait de la recherche. Vous savez qu'actuellement, un des problèmes, c'est que nous avons beaucoup de débris spatiaux qui sont satellisés autour de la Terre et qui ont été créés justement par chaque fois qu'on lance un satellite, ça entraîne la création de débris spatiaux. Et si on ne fait rien, il arrivera un moment où on ne pourra absolument pas envoyer de satellites. Parce que tous ces débris, bien sûr, se déplacent à 10 fois la vitesse des balles les plus rapides. Hein, c'est 15 km par seconde. Donc, c'est sérieux. Alors, là, actuellement... pardon. Alors, marche plus. Voilà, oui. Alors, donc, actuellement, ce qu'on pense, c'est d'utiliser justement le laser ICANN, qui a été développé justement pour l'accélérateur de particules, mais qui a toutes les propriétés pour vraiment faire ce travail-là. Il est compact. Il peut émettre des taux de répétition élevés, des énergies correctes, etc. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'on on va simplement déorbiter les déchets, hein, on ne va pas les vaporiser avec le laser, on va déorbiter les déchets. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit film de ce que l'on veut faire. Alors, le film est basé sur un événement qui a eu lieu en 2007, qui a créé énormément de débris spatiaux dans l'espace et qui a été causé au moment où les Chinois ont voulu montrer qu'ils étaient capables de dégommer des satellites, et ils ont essayé sur un des leurs, mais en faisant cela, effectivement, ils l'ont réalisé, ils ont créé des millions et des millions de débris spatiaux. Hein, alors les débris spatiaux, ça peut être bien sûr des gros, des petits et tout ça, mais même à leur vitesse, un petit débris est extrêmement peut être nuisible. Donc, je montre le film. Ah oui, là, il faudra que... Donc c'est parti, en principe.
pilotage fait décollage. Je pense qu'on a le son, mais on n'a pas la lumière. Là, ici. Ouais, ouais. C'est que, en fait, je m'excuse, ce qui s'est passé. On a essayé à 2 heures, avant qu'on commence la séance ici. Bon, ça semblait marcher. Bon, bon effectivement, l'optique marche beaucoup mieux que l'électronique. Bon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la lumière extrême actuellement, quand même, parce qu'il y a des industriels ici dans la salle, les gens qui sont sensibles aux applications. Donc, c'est une discipline maintenant en plein essor. On estime que le marché est de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros dans les années qui viennent, dans les 5 années qui viennent, je crois, et où les industriels français sont vraiment au premier plan. Ça, c'est très important. Il y a actuellement en Europe 3 grandes installations qui sont créées, une en Tchèque République, l'autre en Hongrie et l'autre en Roumanie. Et ces installations sont construites par l'Europe. Là, on les voit. Il y en a une, donc on voit celle en République tchèque, l'autre en Roumanie et l'autre encore en Hongrie. Okay, voilà. Et il faut voir aussi la taille de la communauté qui est vraiment très très importante. Il y a à peu près une centaine de laboratoires qui ont des lasers de puissance extrême. Voilà. Bon, ben, je vous remercie beaucoup et bien sûr, je m'excuse que ce vidéo, qui est pourtant splendide, et qui démontre la façon dont on pourrait éventuellement donc, déorbiter tous ces déchets, parce qu'il va falloir trouver une solution. Autrement, les programmes spatiaux vont devoir s'arrêter. Voilà, merci beaucoup.